Donc des gens qui sont tout à fait exceptionnels, mais ils sont exceptionnels de par le fait qu'ils vont au-delà du normal. Ils rentrent très souvent dans l'extraordinaire, dans la création pure. Donc Alors, en fait, tu as toujours eu cette passion du dessin et de la forme, mais quand tu as compris qu'en fait, tu ouais. pouvais en faire ta vie parce que c'était un vrai métier, tu t'es dit, putain, il faut que je fasse ça, quoi. Oui, absolument. Alors, moi, j'étais très orienté vers la création. J'étais aussi, alors, je peux pas dire que je suis un ingénieur mécanique. Par exemple, je ne démonte pas des fusils avec les yeux fermés le soir comme certains peuvent le faire. Moi, je suis pas du tout orienté vers ça. Par contre, j'ai une très grande curiosité. Et donc, j'ai toujours été intéressé dans la création, dans l'innovation. Et j'ai fait un choix d'aller dans une école en Grande-Bretagne qui aujourd'hui s'appelle Birmingham City University. À l'époque, ça s'appelait Birmingham College of Art and Design. Et si je suis allé là-bas, c'est parce que un des professeurs s'appelait Naum Slatsky. Et Naum Slatsky était un ancien du Bauhaus qui avait été un professeur du Bauhaus. Alors, je rappelle, le Bauhaus, c'est probablement l'école la plus importante qui a existé au XXe siècle en Allemagne. Et c'est une école qui a eu une très grande influence partout. Il y a eu Alors, c'est une école de design pur ou c'est… c'est le design global, c'est le design produit, c'est le design même avec des liens avec l'architecture, avec l'art aussi. Et ce monsieur était en fait dans ses toutes dernières années en tant que professeur, et je me suis dit, comme j'étais très intéressé par le Bauhaus, j'ai dit je vais absolument aller faire mes études là-bas. Alors c'était absolument pas orienté automobile. Et d'ailleurs, il avait une bête noire qui était Raymond Loewy, qui donc le fameux, alors qu'il considérait comme étant un styliste. Et donc c'était quand on avait si on devait, si on mentionnait le nom Raymond Loewy, il fallait absolument aller se rincer la bouche immédiatement avant le cours, quoi. Donc, alors c'est assez extraordinaire parce que je raconte cette petite anecdote. Euh, donc, Raymond Loewy a été vraiment la bête noire et mon grand professeur, c'était Norm Slatsky. Il n'empêche que de très nombreuses années plus tard, en 2002, je crois, j'ai gagné le prix Raymond Loewy, qui a été un prix qui m'a été octroyé à Berlin avec une très belle somme d'argent associée, ce qui m'a permis d'acheter une Ferrari, quand même. Voilà. Donc Berlin, et on déambulait dans les rues avant la cérémonie, et je passe devant une librairie, et il y avait mise en vente, en offre spéciale, d'ailleurs fin de série, 2 livres sur Naum Slatsky. Et donc je suis rentré dans la librairie, et j'ai vu ça un petit peu comme un signe, c'est-à-dire qu'il était en train de se retourner dans sa tombe, étant donné que j'étais un de ses anciens étudiants et que j'allais recevoir le prix Raymond Loewy, quoi. Voilà, donc c'était assez frappant comme expérience, mais j'ai vraiment ressenti comme étant le doigt du ciel, quoi. J'ai une question, enfin, en la posant, ça va être complètement con comme question, mais c'est pas grave et je l'assume et je salue tous les gens qui me diront qu'elle n'était pas si conne parce qu'ils sont bien d'accord avec moi. Euh, il faut être bon en dessin pour être designer. Oui, essentiel. Essentiel, je dirais que dans le domaine, les critères que l'on peut associer à être un bon designer, la première chose, c'est la passion. Il faut avoir la passion du métier. Ce n'est pas un métier de 8 à 15 heures, hein, ou que sais-je. C'est vraiment, on est absolument, on rentre totalement dans le métier. D'ailleurs, parfois, c'est un peu dangereux parce que je demandais beaucoup à mes designers d'aller s'aérer et de sortir parce c'était presque, ça devenait presque consanguin, hein. Un des grands dangers avec une bonne équipe, c'est que, eh bien, tous les gens partagent la même passion. Éventuellement, quand ils sont rassemblés dans une équipe, ils vont aller manger ensemble, ils vont aller dans les mêmes magasins, ils vont lire les mêmes journaux, etc.
Et donc, on arrive à un ressemblement par le rassemblement, hein, qui est un véritable danger. Il n'empêche qu'il faut la passion, ça c'est évident. La deuxième chose, c'est le dessin. Il faut savoir dessiner parce que, et c'est pas uniquement faire un beau dessin, c'est arriver à un moment où on ne réfléchit même plus à la perspective. Il y a un lien total entre le cerveau et la main et on dessine ce que l'on pense. C'est ça l'intérêt. Et le dessin, c'est à la fois la communication avec les autres, mais aussi ça va au-delà de ça. C'est aussi, on sait que quand on dessine, ça permet de s'exprimer en 2D des idées que l'on arriverait difficilement à avoir purement si elles restaient soit en parole ou par écrit. Ah, c'est passionnant ça. Ça veut dire que quand tu es devant une planche, tu t'imagines un dessin d'arrière, de feu arrière, par exemple, ou d'arrière de bagnole ou de capot, j'en sais rien. Et puis tu as des idées qui foisonnent comme ça et tu sais pas comment le dire, mais tu prends une feuille et tu le dessines. Et ça devient, tu matérialises des idées par le coup de crayon. Oui, et parfois, même souvent, ce qui se passe, c'est que on commence un dessin sans savoir exactement où on va aboutir, et c'est à travers le dessin que l'on évolue pour arriver à une destination que l'on n'avait pas prévue. Donc le dessin, c'est vraiment, c'est au-delà juste de faire une illustration pour comment les partager, pour communiquer avec d'autres membres de l'équipe ou avec le management, etc. C'est vraiment quelque chose de primordial. C'est un designer qui ne sait pas dessiner. Pour moi, j'ai difficulté à dire que c'est un designer. Donc, pour moi, le dessin, c'est vraiment extrêmement important. Il y a aussi, bien sûr, la capacité à travailler avec d'autres, hein, puisque Enzo Ferrari disait que, et je crois qu'il y a une grande partie de vrai, que l'équipe a remplacé le génie solitaire. Alors certes, on a besoin de gens avec de grands talents, mais moi j'ai mené à bien beaucoup d'expériences et je suis absolument convaincu que l'équipe joue un rôle extrêmement important. Et moi aujourd'hui qui suis en télétravail, alors non pas uniquement par rapport à la situation de confinement, mais ça fait à peu près 10 ans que je suis en télétravail, j'ai toujours besoin d'avoir des contacts réels, physiques, avec les gens avec qui je travaille de façon régulière. Et c'est là où il y a vraiment un resourcing, un apport, disons, de créativité dans l'interface que l'on peut avoir avec d'autres personnes. Donc, on est allé. Donc, vous avez. Ceux qui nous écoutent, on a sorti une vidéo il y a quelques mois maintenant. Je crois que ça devait être en novembre ou octobre 2019 sur Pininfarina. On a eu la chance d'interviewer 2 jeunes designers en France et Paolo Pininfarina, le 3e de la lignée en Italie, avec qui on a pu parler beaucoup de l'histoire du design et de son évolution. My name is Paolo Pininfarina and we talk designers with Mechanicus. Donc Patrick, je vais te poser la question, tu vas me dire si tu es d'accord avec ce que Paolo Pininfarina nous disait. Il nous disait que la façon de travailler des designers avait énormément changé depuis 70 ans et que on était passé d'un monde assez, on va dire, unipersonnel où un génie avait une idée et réussissait à le vendre ou la vendre à 1, 2 ou 3 gros clients qui seraient des clients toute sa vie, vers une tendance où la compétition étant beaucoup plus difficile et l'appel à projet étant beaucoup plus vaste, à des équipes qui bossaient beaucoup plus main dans la main, mais qui participaient à beaucoup plus d'appels d'offres pour des projets du coup qui sont moins issus de l'imagination ou de l'imaginaire d'un designer, mais beaucoup plus d'un effort collectif. Est-ce que ça se vérifie
quelle que soit la maison, l'industrie, le constructeur, et quel que soit le pays. Est-ce que c'est vrai ça aussi chez Renault ou même chez Ford? Tu as été chez Ford aussi. Oui. Alors, je pense que les propos de Paolo Pininfarina ont pour moi une part de vrai, une grande part. Et donc moi-même, il y a un instant, j'évoquais ce que disait Enzo Ferrari avec la notion de l'importance de l'équipe par rapport au génie solitaire. Il n'empêche que dans les 4 critères, puisque j'ai évoqué la passion, j'ai évoqué le dessin, j'ai évoqué l'équipe, le 4e critère, c'est le talent. C'est-à-dire que tu peux avoir un designer qui a la passion, qui dessine merveilleusement bien, comme Michelangelo, qui soit quelqu'un qui s'intègre parfaitement dans l'équipe, mais qui peut-être n'a tout simplement pas le talent. Donc, c'est quoi le talent pour toi? C'est la partie du génie. C'est intéressant parce que le talent, c'est quelque chose, moi, dans mes échanges que j'avais avec Louis Schweitzer lorsqu'il était président de Renault, j'essayais de lui expliquer tout ce que je pouvais expliquer, à savoir, je ne voulais pas que l'on rentre dans ce propos un petit peu déraisonnable que certains dans le domaine de la création utilisent, qui est de se cacher derrière à la fois des mots et des choses. Vous n'allez pas comprendre parce que moi je suis un artiste, etc., etc. Donc j'essayais d'objectiver, de raconter tout ce que je pouvais lui dire, dans par exemple l'analyse, pourquoi tel véhicule va donner cette impression, c'est la relation de quelle masse. Mais il arrivait un moment où il n'y avait aucune explication. Et c'est ce que l'on appelait ensemble la boîte noire. C'est-à-dire, on ne sait même pas quelle est sa taille, quelle est sa profondeur, mais c'est la boîte noire, c'est la partie où on n'arrive pas à expliquer. Je crois que le talent, c'est la capacité géniale d'un individu, mais ce génie peut avoir un effet extrêmement positif sur l'équipe, tout comme il peut être destructeur. Mais le talent, c'est la capacité, c'est cette étincelle qui va faire la différence. On va sortir d'une création ordinaire, normale, générique, à quelque chose qui est unique. Il y a plein de designers de ce genre. Un des exemples dans le domaine quand on parle de talent, je parlerai de Jean-Pierre Chloé, qui a été un de mes designers, un jeune designer quand il était chez Renault, et maintenant, bien sûr, c'est le patron du design de PSA, ou Fabio Filippini, qui a été chez nous aussi, et qui, après ça, a été chez Pininfarina, et qui maintenant, il est reparti au Japon. Donc, des gens qui sont tout à fait exceptionnels, mais ils sont exceptionnels par le fait qu'ils vont au-delà du normal. Ils rentrent très souvent dans l'extraordinaire, dans la création pure, et ils dépassent de la tête et des épaules les autres à certains moments. Il y avait une question qu'on a posée à Paolo et qui était une question assez compliquée, je pense, à résoudre, une équation compliquée à résoudre, d'autant plus quand tu es encore aux commandes de l'entreprise familiale, qui est la suivante. Peut-être que tu auras toi un avis. Comment s'articule la créativité d'un designer et le dogme du constructeur qui lui donne une mission? Comment est-ce que tu fais vivre la création dans un cadre qu'on t'impose? Alors, pour moi, ça fait partie intégrale, disons, du travail des designers. Un designer aujourd'hui, il n'impose pas son style. D'ailleurs, ça a été ce qui s'est traduit par l'effondrement de la carrosserie italienne, où pendant de trop nombreuses années, la carrosserie italienne avait un dessin qu'ils appliquaient
aux différents constructeurs. C'est comme ça qu'on est arrivé à, par exemple, cette merveilleuse création qui était la Lancia Flaminia, dont le dessin a été repris et vendu chez Peugeot sous la forme d'une 404, l'Austin Cambridge de l'autre, la Morris Oxford, etc., etc. Donc, je crois que dans la modernité, c'est non pas le designer qui va arriver et qui va dire à partir de maintenant, on va faire du Patrick Lequément ou du Philippe Starck ou que sais-je, mais au contraire, on va s'imprégner de la marque, de son histoire. Et d'ailleurs, souvent, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, et dans l'article publié récemment dans un magazine chinois, les demandes m'étaient posées, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand on travaille pour une toute nouvelle marque qui vient d'être créée? Donc ça, c'est une autre problématique très intéressante et qui me passionne puisque non pas dans l'automobile, mais dans le domaine nautique, c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà bossé.